Un bonjour à toutes et tous. Nous voilà aujourd'hui le quel jour? Le 11 novembre et Le 12. c'est le 12. 12 novembre. Oui, c'était hier le 11, pardon. Donc j'ai pas envie de vieillir. C'est bizarre, hein. Donc le 12 novembre et nous voilà à notre troisième visio, notre troisième webinaire et qui sera le dernier en tant que webinaire. Deux ont été présentés par notre liste. Un ce soir est présenté par la fédération, comme les règlements et statuts le précisaient. Et donc, comme c'est notre liste Savate Avenir qui est ce soir avec vous, je vais vous parler de la liste. Voilà. Donc, 20 personnes. Depuis maintenant, tout le monde le sait. Cette liste doit être composée de 20 personnes, 10 hommes, 10 femmes, et avec un médecin, bien entendu. Et donc, je vais commencer par le médecin qui est le docteur Monroche. Ça a été un petit peu trop vite. Ça va tenir. Voilà. Donc, le sud de la France, c'est un peu trop rapide, hein, quand même, hein. Donc, allez, le sud de la France avec Sarah qu'on vient de voir à l'instant, Corinne. On va pas oublier bien au sud, bien au sud, bien au sud, c'est Erika de l'île de la Réunion et Rodolphe Redon de la Ligue PACA. Sarah et Corinne, c'était Ligue d'Occitanie. Et bien sûr, je viens de le dire, Erika Maoussa de l'île de la Réunion. Après, bien sûr, il y a Nouvelle-Aquitaine, il y a Hélène Grenier-Jean. Après, on passe bien sûr dans le nord de la France. Je vous ai parlé, bon, c'est dans l'ouest, le docteur André Monroche. Après, Patrice Lemartret, qui est le nouveau, mais ancien et nouveau président de la Ligue de Bretagne. Après, Christine de Pestel et Amélie Chevalier, qui sont de Normandie. Après, Philippe Suisse, qui est du Nord-Pas-de-Calais. Après, on va aller dans le Grand Est. Céline Dolméchoir, Isabelle Coquillard, et puis Monsieur Ricardo Sala Rivera. Et après, on finira par, bien sûr, l'Île-de-France avec Alice de Rebillard. Voilà. Après, avec Geneviève Petet. Après, avec Gilles Ledouigou, Alain Sénisère. Ne pas oublier nos deux anciens grands champions qui sont Tony Ancelin et Jérôme Huon. Et puis, on va finir. Bah, moi, vous me connaissez. Voilà, voilà, je me présente, je vais du Metz, mais tout le monde me connaît. Voilà. Une équipe mêlant compétences, expérience, dynamisme et connaissances. Ça va t'avenir notre expérience au service des clubs. Alors ce soir, vont vous être présentés certains livrets, un programme en 4 livrets. Là, c'est les grands livrets. Le livret 1, service au club. Le livret 2, performance vie sportive. Le livret 3, innovation et développement. Et le livret 4, projet gouvernance. Vous les avez tous reçus. J'imagine que vous les avez tous parcourus, même si vous ne les avez pas lus complètement, mais normalement, ça devrait le faire, hein. Il n'y a pas de raison. Voilà, on est curieux et on peut aller chercher tout ce qu'on a dit et ce qu'on va proposer dans notre programme. Donc ce soir, plus précisément, présentation de nos propositions. Para Savate et Para Cannes, ça sera Isabelle. Développement des disciplines associées, Isabelle aussi. Cannes et Savate numérique, bien sûr, Céline. Simplifier le jugement en Savate, ça sera Isabelle qui reprendra la main. Dynamiser l'assaut avec Amélie, et puis création d'un centre de ressources avec Christine Depestel. Du coup, je me permets du coup, Joël, juste Bien de bien sûr. préciser aux intervenants, pardon, aux participants que le format du webinaire impose que du coup, si vous souhaitez intervenir, vous pouvez cliquer sur
question Q et R dans la barre qui est en bas de votre écran. C'est questions et réponses. Et donc, du coup, comme l'a fait euh, j'imagine André Cornu, que je salue. Et donc, nous vous apporterons une réponse donc soit à l'écrit, soit directement dans le cours de la visio. Sur le format, donc plusieurs thématiques, hein, vous l'avez vu. Donc les collègues vont vous faire un exposé et puis enfin une présentation plutôt, et ensuite vous pourrez bien entendu intervenir donc tout au long du webinaire et puis voilà, nous aurons l'obligation statutaire de couper au bout d'une heure, puisque du coup, c'est pour respecter l'équité entre les listes. Si jamais des questions restaient en suspens, nous reviendrons bien évidemment vers vous pour vous apporter une réponse sans aucun problème. Isabelle, tu as la parole. Oui, bonsoir à tous et à tous et merci de participer à ce webinaire. Donc, je suis Isabelle Coquillard, membre élue au comité directeur et au bureau fédéral, responsable de la commission des jeunes. Je fais partie également de la commission Savat-Forme et également de la commission féminine. Je suis cadre technique de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté et je suis titulaire d'un DEGEPS de Savat Box française. Et j'ai obtenu ces dernières années la certification sport santé ainsi que la certification sport en entreprise qui me permet de découvrir différents publics et d'adapter notre discipline à ces personnes différentes. Donc, je vais vous parler plus particulièrement du développement de la parasavate et de la paracane. Nous sommes vraiment à un tournoi décisif. La maturité de notre pratique inclusive nous a permis aujourd'hui d'aller plus loin et de structurer un circuit compétitif pour les athlètes en situation de handicap. Alors, cela marque les débuts d'une ère où chaque sportif pourra s'épanouir et performer dans un cadre adapté et reconnu, quelles que soient bien sûr ses capacités. Alors, ces dernières années, bien sûr, la Sabat a développé des initiatives pour inclure les personnes en situation d'handicap en proposant des programmes et des formations spécifiques. Certaines personnes ont ouvert déjà des sections de sport handicap. Je tiens également à les féliciter. Enfin, nous tenons à les féliciter, hein, la liste Sabat Avenir, pour leur investissement. Alors désormais, leur souhait et notre objectif est clair, c'est de construire un circuit compétitif de parasavate et de paracane, légitime et respecté. L'idée, c'est de créer des compétitions régulières au niveau régional, également au niveau national, qui feront donc de la partie inclusive une composante essentielle de notre sport. Tout ceci, bien sûr, n'est possible que par un agrément ministériel, et c'est notre objectif central. Pour renforcer donc cette démarche, nous voulons obtenir une reconnaissance qui officialisera donc la parasavate, la paracane également, comme discipline sportive soutenue par l'État. Cet agrément va permettre de structurer des compétitions nationales et de légitimer notre projet au sein, bien sûr, des instances sportives. C'est vraiment une étape cruciale pour inscrire la parasavate et la paracane dans les paysages des sports adaptés et viser une éventuelle reconnaissance par le Comité international olympique à plus long moins terme. Nous allons aussi soutenir les clubs et les formerons. Vous savez très bien comme nous que le succès de ce projet passe par l'engagement des clubs. C'est pourquoi nous lancerons des formations pour les entraîneurs. Afin de garantir un encadrement de qualité, nous voulons mettre à disposition des ressources complémentaires également pour faciliter l'accueil des athlètes en situation d'handicap. Des guides pratiques, des tutoriels, des sessions peut-être de formation spécialisées seront également accessibles, je pense, par un centre de ressources en ligne. Nous trouverons également des partenariats. En effet, nous établirons des partenariats stratégiques avec des associations de sport adaptés ou des institutions spécialisées. Ces collaborations vont bien sûr renforcer la capacité à attirer des nouveaux pratiquants et ça nous permettra de soutenir notre dossier pour l'agrément ministériel. En multipliant les échanges et toutes ces initiatives conjointes, nous voudrons montrer la force et l'unité de notre discipline dans sa capacité à promouvoir l'inclusion et la performance.
J'en reviendrai par finir que la parasavate et la paracane représentent bien plus qu'une simple extension de nos pratiques. Elle incarne un engagement vers une savate inclusive et accessible à tous. Grâce à cette maturité, nous sommes prêts, avec vous, à franchir l'étape de l'agrément ministériel, marquant également un tournant pour structurer un circuit compétitif ambitieux. Tout ceci, bien sûr, je le rappelle, n'est possible qu'avec vous, avec les clubs, et également avec les clubs qui développent déjà ces sections avec les handicaps. Je vous remercie de votre attention. Nous sommes disponibles tous pour répondre à vos questions sur ce projet porteur d'avenir. Merci beaucoup. Merci Isabelle. N'hésitez pas à intervenir, à réagir sur la partie questions et réponses. Si toutefois ça n'appelle pas de remarques spéciales, particulières, nous pouvons avancer. Et bien entendu, si jamais une question venait à survenir par la suite, bien entendu, Isabelle et les collègues colistiers voilà, apporteront quand même une réponse. Aucun souci. Du coup, je vous propose de passer Au développement, oui. au développement des disciplines associées. Isabelle, je crois que c'est Oui, toujours. c'est encore moi. Donc, cette partie donc, sera consacrée au développement des disciplines associées, alors où nous pourrions dire au développement par les disciplines associées. Alors, cette approche va mettre en lumière notre volonté de diversifier, de renforcer la savate en utilisant un potentiel unique de disciplines associées, telles que, comme vous le connaissez, la savate forme, la savate défense et la canne de combat. Donc, les disciplines associées, ne sont pas des simples annexes de notre sport. Il va falloir les mettre en avant. Il faut imaginer un autre type de consommation des disciplines associées. Elles vont constituer une porte d'entrée, des deux leviers de développement qui vont élargir notre base de pratiquants et répondre aux attentes d'un public varié et plus que diversifié. Alors, que ce soit en salle de sport, à l'école ou dans un cadre professionnel, ces disciplines vont s'intégrer de manière fluide et attractive, attirer des publics différents. On peut très bien attirer des jeunes en quête de découverte et également des adultes qui vont chercher le bien-être ou tout simplement la maîtrise de techniques de défense personnelle. Alors nous allons commencer par la savate forme qui est l'incarnation du sport loisir et le bien-être. Ça va permettre de maintenir la forme physique tout en s'amusant. Pour la rendre encore plus accessible, nous pourrons établir des partenariats avec des clubs de fitness, des centres sportifs afin d'inclure des cours de savate forme dans leur programme. Nous pouvons vendre notre formation à ces coachs qui sont déjà dans les salles de sport ou éventuellement emmener nos moniteurs dans ces salles de sport pour faire découvrir notre activité. Cette discipline, avec ses séances dynamiques et sans contact, comme vous le connaissez, est idéale pour séduire un public large et varié. Alors, nous en venons à la savate défense. Alors, elle va se positionner comme une pratique fort potentielle pour répondre aux besoins donc de confiance en soi et de sécurité. Donc, nous souhaitons l'intégrer dans les écoles en proposant des programmes sportifs et également proposer des programmes de sensibilisation dans les entreprises. Actuellement, nous savons très bien que les entreprises cherchent à apporter des idées innovantes, à faire rentrer du sport en entreprise pour leurs salariés. Donc, on pourrait promouvoir des valeurs fondamentales telles que la maîtrise et le respect, pour ce public. Pour ce qui est de la canne de combat, alors la canne de combat, elle va allier l'héritage et la modernité. Donc, nous allons organiser des compétitions, des galas qui peuvent associer aussi bien des démonstrations techniques que des performances artistiques, pardon. On pourrait peut-être envisager des compétitions dans des lieux emblématiques tels que des châteaux, des jardins pour
attirer différents publics, éventuellement un public amateur du patrimoine culturel ou un public amateur de sport, ou en particulier la canne de combat. Voilà. Céline, si elle veut apporter quelque chose sur le bâton, elle vous le dira par la suite. D'accord. En conclusion, on sait très bien que pour entrer toutes ces disciplines, il va falloir également changer notre progression fédérale dans la formation du monitorat. Les moniteurs pourront être initiateurs de toutes les disciplines. Ça va enrichir l'offre de chaque club et ça sera très très important. Nous allons travailler sur des campagnes également de promotion avec des témoignages pour illustrer l'engagement des pratiquants. Alors, ce développement par les disciplines associées, c'est bien plus qu'une diversification. C'est une stratégie également pour dynamiser la pratique, comme vous le savez, pour rendre la savate bien plus attractive et offrir des outils au club pour se renouveler. Avec cette approche, nous voulons vraiment affirmer la savate, puis ces disciplines associées comme comment dirais-je, des références dans le monde des sports de combat. Nous voulons faire plus nous ne pouvons pas faire des disciplines associées, mais que ces disciplines soient des disciplines à part entière. Pour ma partie, j'en ai fini. Merci pour votre attention. Je crois que j'ai fait le tour. Je, je peux peut-être intervenir pour Bien sûr, c'est... étayer la partie canne de combat. Oui, Ok, merci Isabelle. Je suis Céline Dolméchoir, à la fois membre du comité directeur et du bureau fédéral depuis 2016, mais surtout aussi, j'ai été présidente du CNCCB, donc du Comité national de canne de combat et bâton, depuis 2016 également, et encore actuellement donc responsable de la commission canne de combat et bâton, puisque nous avons dissous le comité en avril 2024 et nous faisons dorénavant partie de la fédération. Donc oui, si je peux me permettre un petit mot justement sur la canne de combat, puisque c'est un sujet que je maîtrise quand même un petit peu. Tu parlais avant, Isabelle, de la canne de combat comme héritage et modernité, avec un nouveau public qui pourrait être intéressant par rapport à des démonstrations plus techniques. Évidemment, sans oublier le développement de la pratique sportive, comme nous l'avons engagé il y a maintenant 8 ans, par un développement interne. Au sein de nos clubs, donc à la fois par la formation de moniteurs via les pommeaux passerelles par exemple, et l'encouragement au club d'ouvrir des sections de cannes de combat par exemple. Donc, la canne de combat, comme nous le souhaitons sur la liste à venir, évidemment, doit être intégrée à tous les projets à chaque fois que c'est possible, que ce soit au niveau institutionnel, scolaire, entreprise, inclusion, etc. Mais nous développerons également la canne de combat et le bâton en encourageant et en accompagnant les territoires. Alors quand je parle de territoire, je parle évidemment des ligues, des comités départementaux, et nous les encouragerons à organiser par exemple des événements de proximité, hein, puisque c'est ce qui va permettre une pratique plus intensive. Donc en organisant des événements de type stage, rassemblement, compétition, etc. Et surtout, et c'est là que je rejoins effectivement l'idée de développer grâce à nos disciplines associées, en utilisant toute la richesse de cette discipline, puisque quand on parle de canne de combat, c'est également le bâton fédéral, le bâton de Joinville, ça peut être la canne savate ou la canne de défense qui seront moins connues, mais en tout cas, ces disciplines sont extrêmement riches et peuvent attirer un autre public, un public qui recherche plus de diversité technique, d'artistique, de variété, sans forcément aller à la confrontation. Et je vous donne pour exemple donc un projet qui devrait déjà voir le jour en 2025, en tout cas qui est planifié pour l'instant. Ce sont des challenges techniques
qui existait déjà dans le passé, mais qu'on propose de remettre au goût du jour. Donc, c'est par exemple des oppositions en bâton, soit en duo, soit par équipe, mais qui favorisent surtout la variété technique et, et qui permet effectivement d'intéresser un public différent, qui n'est pas forcément encore dans les rangs de nos licenciés, mais qui permettra d'accroître le nombre de nos licenciés. Voilà ce que je voulais dire pour cette partie-là. Merci à tous. Alors, je me permets d'intervenir par rapport aux échanges qu'il peut y avoir sur les questions-réponses. Christophe souligne à très juste titre que la savate forme n'est pas forcément que sans contact. Elle peut aussi être pratiquée en duo et en coopération. Et du coup, je soulignais que sans contact, c'était davantage une pratique sécurisée, une pratique sans risque, du coup, pour le public savate forme. Et bien entendu, on est tout à fait d'accord sur cette dimension-là, Christophe. C'est vrai que, si je peux me permettre, Ah, je crois que Ricardo a un problème de son. La plateforme n'est pas forcément. Vas-y, vas-y, Ouais, on n'a rien compris à ce vas-y, que vas-y, tu as dit, Isabelle. je Ricardo. voulais juste dire qu'en effet, il y a deux écoles un petit peu dans notre savate forme. Il y a la savate vraiment sur du fitness et comme Christophe Grand-Claude le fait, où j'ai assisté à des stages où c'est vraiment de la touche et une autre, c'est pas forcément ce qui est fait dans les salles de fitness. Je le conçois tout à fait, tout à fait. Donc chacun, c'est un petit peu deux écoles qui se font actuellement. Euh, Mais là, j'ai vraiment parlé d'une. Quand je parle des salles de fitness, c'est plutôt vraiment en shadow, en choses comme ça, ou qui t'a tapé dans un sac, mais c'est pas forcément avec une opposition. euh, Pardonnez-moi, Alain Zanisser, je mesure le temps et je pense qu'il est temps de conclure pour laisser de la place aux autres thèmes. Entendu, j'en ai fini pour moi. Céline, tu gardes la main sur Cannes et Oui, savate numérique? avec plaisir. Donc, je vais vous parler du projet, enfin une proposition clé de notre programme innovation, que sont la savate et la canne de combat connectée. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de savate et de canne de combat connectée? Alors, il s'agit d'une solution digitale, une application utilisable lors de nos compétitions, que ce soit en savate boxe française et en canne de combat. Alors pourquoi? Nous constatons depuis plusieurs années que le déroulement d'un assaut ou d'un combat ne sont compréhensibles que par un public averti, dans la plupart du temps d'ailleurs par les pratiquants eux-mêmes et les enseignants. Ainsi, pour une meilleure visibilité et attractivité de nos compétitions, les assauts ou combats doivent pouvoir être compris, suivis et être vecteurs d'émotion par le public. En clair, le public doit pouvoir vibrer en regardant un assaut ou un combat. Évidemment, je parle de savate boxe française et de canne de combat. Deuxièmement, le constat est clair, la plupart des sports, qu'ils soient individuels ou par équipe, utilisent cette technologie digitale pour afficher les scores et résultats, de façon à ce que le public soit associé à la compétition, même en l'absence de connaissance des règles précises. Et troisièmement, autre point, pour gagner du temps et de la fiabilité sur nos compétitions, nous passons du temps à comptabiliser les décisions des juges avant que le DO ne puisse donner un résultat. Et en confiant le process d'une décision à des humains, juges, arbitres et DO, l'erreur est bien évidemment plus probable que si la décision est directement opérée par l'informatique. Donc pour toutes ces raisons, que proposons-nous précisément? Quel est le projet? Plus en détail. Voilà comment nous, ça va venir, nous imaginons cette application. Alors, premièrement, une application de dématérialisation des bulletins de jugement
qui permet justement d'enregistrer ces bulletins ou les nombres de touches validées pour la canne de combat. Alors, on imagine une application, vous ouvrez, vous avez un onglet Savate Box française et un onglet canne de combat. C'est tout à fait possible en termes de développement. Il permettra également d'enregistrer les avertissements et puis, bien sûr, la décision finale. Donc, en gros, une gestion simplifiée. Deuxième point, l'affichage des scores en temps réel. Alors, un résultat ou une tendance visible par le public, les tireurs et les seconds à chaque reprise. Donc, transparence et dynamisme de nos rencontres. Au niveau matériel, qu'est-ce que cela représente? Alors, bien sûr, une application qui est directement implémentée dans le logiciel de gestion de la compétition. Pour les juges, ce sera un outil d'enregistrement, soit de type tablette ou joystick, et la dématérialisation des bulletins de jugement. Et pour le public, des écrans LED pour l'affichage dans la salle. Alors évidemment, selon la taille et la configuration de la compétition. Et cela demandera également des adaptations, une harmonisation et des ajustements avec le jugement et l'arbitrage. Voilà. Alors, j'anticipe peut-être l'une de vos questions. Combien cela va-t-il coûter? Quel est le modèle économique sur lequel nous nous basons pour faire cette proposition? Alors, il s'agit bien évidemment d'une solution dont le coût s'élèvera à un, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros selon l'aboutissement et la complexité du développement nécessaire. Il faut à la fois différencier le coût du développement unique et le matériel nécessaire, mais c'est surtout un investissement sur l'avenir à budgétiser peut-être sur 2 exercices financiers à minima. Alors, il existe pour l'instant, et nous ne pouvons malheureusement pas présager de ce qui sera le cas dans les années à venir, mais pour l'instant, il existe des aides ministérielles, donc des lignes pour la digitalisation de nos pratiques, évidemment à condition que les fédérations investissent sur leurs fonds propres pour ce type de projet. Et une fois la solution développée, nous imaginons un pack utilisable par différentes structures, hormis la fédération. Donc, je parle notamment des ligues, voire de la fédération internationale, et qui permettra, via des frais de licence, un retour sur investissement pour notre fédération. Voilà. Concrètement, comment ce projet serait mis en route si nous sommes élus? Alors, au plus tôt, une équipe projet serait créée avec des membres de la direction technique, des salariés, des élus impliqués, voire des personnes ressources qui, grâce à leur expertise, seraient gages de réussite. La création d'un cahier des charges, un appel à projet auprès de prestataires en favorisant la mise en concurrence. Et au niveau délai, nous souhaitons une première phase de test pour la saison 2025-2026 pour une application dès la saison 2026-2027. En conclusion, en intégrant ces outils numériques, nous modernisons les compétitions de savate et de canne, offrant une gestion optimisée, un jugement rapide et une expérience engageante pour tous. Cette transition numérique renforce à la fois la crédibilité des compétitions et facilite l'accès aux nouvelles générations. Donc, encourageons les clubs, les officiels et les pratiquants à s'approprier ces nouvelles technologies pour une savate et une canne connectées, innovantes et plus impactantes que jamais. Je vous remercie pour votre écoute. Des grands projets. Grand Très, projet. très bien. Mm. Super. Voilà. Voilà, si vous avez des Merci questions, Céline. n'hésitez pas. Exactement ce que j'allais dire, hein, les réactions là-dessus. C'est vrai que à nous, ça nous a fait rêver un petit peu, voilà, de se projeter vers une savate, une canne un peu 2.0. Du coup, voilà, avec toute l'accès aux technologies et puis tout ce que ça peut apporter en termes de spectacle, de lisibilité, de compréhension pour le public. Voilà, on a hâte que ça puisse se mettre en, en place. Voilà. Du coup, les réactions vont très certainement arriver. Je vous propose de passer à la thématique suivante. Amélie, Désolée, j'avais coupé mon micro. pas de souci.
Du coup, moi, donc, je suis Amélie Chevalier, je fais partie du comité départemental de l'Eure. Je suis affiliée au club de l'ESC Savate à Évreux. Je suis compétitrice à mon petit niveau et je suis également juge-arbitre. Moi, je vais vous parler du coup du jugement et notamment de sa simplification, parce qu'on considère du coup que c'est une nécessité. L'idée, ce serait de proposer des tiroirs pour une évaluation plus claire, cohérente, permettant une objectivité renforcée. Donc, cette méthode d'analyse qui repose sur ces 3 tiroirs distincts. Donc, le premier tiroir, ce serait les dommages. Le deuxième tiroir, la technique. Et le troisième, les coups portés. Ce modèle, il offre au juge un cadre qui améliore la précision, la transparence des décisions au combat, au bénéfice des combattants et des spectateurs. Donc, pour revenir donc sur le premier tiroir et notamment donc les dommages, il permettrait donc d'évaluer les dommages visibles et mesurables causés par les coups. Ça inclut les contusions, la perte d'équilibre ou autres impacts tangibles. L'objectif, c'est de réduire la subjectivité en privilégiant les critères observables. Les juges y concentrent leur attention sur ces signes concrets, ça rend la décision plus accessible et compréhensible pour le public. On pourrait proposer lors des formations de juge-arbitre et lors des recyclages également, des courtes vidéos qui illustraient notamment ces dommages significatifs. Comme exemple, ce week-end, par exemple, le combat de Damien Fabregas lors des finales du Europe Combat. Son combat permet d'illustrer parfaitement ce que peut causer, à quoi réfère en fait ce genre de dommages. Si les dommages sont équivalents entre les 2 tireurs, on se referme ce tiroir-là et on commencerait à ouvrir le deuxième tiroir qui est donc sur la technique, qui valorise donc la diversité et la maîtrise technique, comme la variété des coups et l'engagement dans la prise de risque. L'objectif de ce tiroir, c'est de favoriser des combats dynamiques et techniques en incitant les athlètes à s'exprimer pleinement dans le respect des valeurs de la savate. Là encore, si ce tiroir ne permet pas de départager les 2 tireurs, ce qui sera relativement très rare, on pourra ouvrir le troisième tiroir qui sera sur les coups portés. Il va prendre en compte le nombre total des coups et ça ajoute une composante quantitative pour départager les 2 tiroirs. Donc là aussi, ce tiroir, il garantit que chaque aspect de la performance est pris en compte, en veillant à pas valoriser un seul critère au détriment des autres. Donc cette approche par tiroir, elle simplifie la tâche des juges et apporte une objectivité accrue au jugement, réduisant les litiges et améliorant la lisibilité pour les spectateurs. En rendant le jugement plus clair et plus transparent, la méthode renforce la crédibilité et la popularité de la savate. C'est un point essentiel pour attirer des nouveaux pratiquants. Donc voilà en ce qui concerne le jugement et sa simplification. S'il y a des questions, même chose que pour les autres. Merci Amélie. Alors en effet, là, il y a aussi une grosse réflexion sur comment faciliter le travail des juges pour qu'ils puissent plus facilement sortir du décompte des touches qui peut parfois être un petit peu plus finalement une action comptable, alors que on a parfois tendance ce qui peut entraver du coup une vision plus globale de la rencontre et donc faire perdre toute la dimension technico-tactique, toute la partie esthétique, puisque du coup quand on note, on ne regarde pas. Ceux qui ont pratiqué le jugement un jour de près ou de loin s'y sont confrontés. Et donc, pour faciliter cette démarche-là, voilà, peut-être davantage structurer la dimension, l'approche pédagogique du jugement par des tiroirs qu'on ouvre et qu'on ferme au besoin, en faisant du coup primer un certain nombre d'éléments sur d'autres.
voilà, les dommages en combat, les touches en assaut, etc. Voilà. Donc, merci Amélie pour cet exposé très clair sur ce sujet-là. Je vous propose du coup dynamiser l'assaut. Isabelle. C'est toujours moi. Non, c'est toujours moi. Ah, c'est toi, pardon. Ah oui, c'est vrai, pardon. Excuse-moi, Amélie. Ce n'est pas grave. Du coup, donc dynamiser l'assaut. Donc l'assaut, on est d'accord, c'est l'âme de la savate. On a l'opportunité de le sublimer en encourageant davantage la virtuosité et la créativité. Donc pour enrichir la pratique, le nouveau cadre d'évaluation mettra en valeur les aspects techniques et esthétiques de l'assaut. Notre projet, il s'appuie sur 2 grandes propositions, l'attribution d'un bonus virtuosité et l'introduction d'une faute technique pour la prédominance de chassé. Donc, en ce qui concerne le bonus virtuosité, le but, c'est d'encourager l'excellence. Le nouveau bulletin de jugement, il inclura un bonus virtuosité attribué par reprise, récompensant les tireurs qui démontrent une maîtrise technique avancée avec des combinaisons fluides et esthétiques. L'objectif, c'est de créer un environnement qui célèbre l'art de la savate et incite les tireurs à diversifier leurs techniques, contribuant à une expérience plus captivante pour les spectateurs. Ce bonus, il valorise des aspects comme la précision des touches et la beauté des enchaînements, ajoutant une dimension artistique à la compétition. En ce qui concerne la faute technique, pour la prédominance de chassé, je ne sais pas si le terme prédominance de chassé est le bon. Ce serait quelque chose sur lequel on pourrait travailler tous ensemble sur le terme et de toute façon sur la réflexion de cette prédominance de chassé. Si c'est quelque chose qu'il faudrait voir plus comme un malus ou quelque chose qui pourrait être éventuellement, on pourrait simplement alerter, etc. En tout cas, ce que nous, on entend par là, c'est de pénaliser l'usage excessif des chassés, assimilés à de l'anti-jeu. L'objectif, c'est de préserver l'esprit de l'assaut en favorisant la variété et en évitant que certains tireurs n'optimisent leur score par une utilisation trop défensive des chassés. Cette règle, elle encourage des affrontements plus dynamiques, offrant aux tireurs l'opportunité de déployer des stratégies variées et de s'adapter plus finement à leurs adversaires. Les résultats qui sont attendus avec ces 2 choses, c'est le combat d'assaut deviendrait plus diversifié et spectaculaire, alignant l'assaut sur l'esprit originel de la savate, fait de technicité et de créativité. Cette évolution, elle profitera pas uniquement aux compétiteurs, mais elle va renforcer aussi l'attrait pour les nouveaux pratiquants et le public, qui trouveront dans l'assaut un spectacle riche et engageant. On peut aussi penser que certains jeunes, notamment des adolescents qui quittent la discipline pour d'autres qui sont un peu plus sensationnels, spectaculaires, vont rester parce que justement on va avoir ce côté, enfin ce même côté spectaculaire et sensationnel que peuvent avoir d'autres sports. Mais notre sport est riche et il est riche si on utilise toutes les techniques et pas une seule. Donc, ce cadre d'évaluation repensé permettra aux tireurs de s'exprimer pleinement en combinant technique et esthétisme, tout en assurant des combats équilibrés et captivants. Et l'assaut ainsi dynamisé se posera comme une véritable vitrine de la savate, encourageant l'engagement des jeunes pratiquants et augmentant la visibilité de notre sport. Donc voilà pour ma partie. De même, si vous avez des questions, je vois qu'il y en a une. On a effectivement Eric Omnes qui nous demandait si on parlait de prédominance de chassé ou de série de chassé, je pense en parallèle de la prédominance des enchaînements de points, n'est-ce pas? Et donc, ta précision, Amélie, était tout à fait intéressante de dire, voilà, sur la terminologie, on a utilisé prédominance des enchaînements des séries de chassés. Puis, comme j'ai répondu à Eric par écrit, ce qu'on a vraiment en tête, c'est la prédominance des enchaînements qui seraient 100% chassés et qui constituerait finalement une phase d'anti-jeu
plus qu'un véritable déroulement technique. Voilà. On est vraiment parti du constat que il y a de la technique parfois manquante sur l'assaut et que on avait aussi des assauts qui ne se résumaient qu'à du chassé. Euh, Enfin voilà, donc on s'est dit que il y avait une réflexion globale à avoir sur l'assaut et notamment sur la place du chassé là-dedans. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut interdire le chassé, c'est pas du tout le propos. D'ailleurs, la prédominance des enchaînements de points n'a pas fait disparaître les séries d'anglaises dans nos rencontres. C'est vraiment voilà avoir une réflexion sur qu'est-ce qui quelles mesures on peut faire, qu'est-ce que l'on veut voir en assaut vraiment. Et donc, nous, on a pris le parti d'être, voilà, de faire cette proposition qui fait réagir pour le coup. Hein. On a eu pas mal on a eu quelques réactions sur les réseaux qui, certains sont très à faveur, d'autres qui sont un peu moins, ayant un petit peu peur d'une modification de la boxe. Voilà, on souhaite encore une fois ouvrir le débat là-dessus. On est très content de pouvoir parler de fond, voilà, sur ce sujet-là. Et bien entendu, les personnes qui intégreront l'équipe projet qui proposera et formalisera la proposition, voilà, auront du pain sur la planche sur ce sujet-là. Tout à fait. Si je peux me permettre, Ricardo, Vas-y. oui, je suis entièrement d'accord. Et puis, le chasser en savate, c'est une arme. Et ça, jamais on n'enlèvera cette technique. Et on est très content d'avoir cette arme. C'est juste de pouvoir la mettre en pratique à sa juste valeur. Et quand on peut voir des progressions en armée et qui empêchent en fait à l'autre de boxer parce que c'est de l'armée et c'est pas du tout à distance, c'est là où on se pose la question. Mais bien sûr que le chasser reste une arme et que on va jamais enlever ça à notre discipline. Du coup, je me permets encore un complément, puisque Sébastien intervient en disant le chasser évite aussi des avertissements, il faut aussi être vigilant sur l'arbitrage. L'idée, c'est aussi de sensibiliser peut-être davantage nos juges, nos arbitres, mais surtout nos juges, parce que finalement, c'est eux qui décident, hein, sur la dimension, vous savez, on l'a évoqué juste avant, la dimension trop comptable. Effectivement, que des chassés, ben, la prise de risque est quand même assez limitée par rapport à une personne qui adopterait une boxe beaucoup plus circulaire, où bah, du coup le risque de frappe tibiale, etc., est plus forte. Et du coup, voilà, peut-être aussi davantage sensibiliser nos juges sur euh, la dimension technique que représente un abus du chassé dans l'assaut. Est-ce que d'autres collègues souhaitent intervenir sur le sujet? Non? Isabelle? Tony, peut-être? Désolé, hein, j'ai un petit problème de Oui, pas son. de souci. Ouais, non, non, mais je rejoins tout ce qui est dit hein, sur le chasser. Hein, le but, c'est tout à fait, c'est pas de l'enlever, c'est pas de l'interdire, c'est simplement d'avoir des rencontres plus lisibles, plus de virtuosité, plus, voilà, parce on veut, on veut revoir de la belle savate en assaut et on s'est rendu compte ces dernières années qu'avec des rencontres, des tireurs qui privilégiaient 100% le chasser, ça pouvait un peu fausser le côté spectaculaire et grosso modo, hein, c'est rendre un peu ces lettres de noblesse à l'assaut. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois et c'est un peu comme ça qu'on essaie de le partager. Qu'est-ce qu'on veut voir demain en assaut? Et je pense que après, il y a sûrement des pistes de réflexion à étudier tous ensemble. Et justement, c'est aussi l'objet. Donc, le chasser, c'était une proposition. Après, bien sûr, il y aura un groupe de travail et bien sûr, il y aura sûrement d'autres idées émergentes. Mais le but de tout ça, hein, c'est qu'est-ce qu'on veut voir en assaut demain. Je pense qu'il y a
il y a un tiroir à ouvrir là-dessus aussi. Très bien. Du coup, je vous propose, que le temps file et notre maître du temps va bientôt nous rappeler à l'ordre. Je vois dégainer là, son doigt pour activer son micro. Du coup, je te coupe l'herbe sous le pied, Alain, et puis on passe à la thématique suivante avec Christine, à qui je donne du coup la main pour contrôler à distance la présentation. Alors, où es-tu? T'es là. Voilà. Normalement, tu peux contrôler. Ah, ok. Là, vous m'entendez? Oui. OK. Donc, moi, Christine de Pestel, je suis mariée, mère de deux enfants. Je suis dans la boxe depuis maintenant presque 30 ans. Donc, j'ai créé un club et ce que je vais vous parler, c'est aussi un peu une expérience personnelle. Le centre de ressources. Alors, on a souhaité, nous, amener les dirigeants à être des managers et acteurs de leur club. Alors, pourquoi un centre de ressources? Un, pour développer la savate boxe française, mais je pense que tous et toutes ici, nous avons un club et nous le faisons. À qui ça s'adresse? Pas à tous et à toutes. Nous sommes tous liés par un intérêt commun, la savate boxe française et ses disciplines associées, et nous pouvons donc agir. Alors, la fédération souhaite mettre à disposition des dirigeants et des moniteurs une base documentaire très accessible, nécessaire à la création d'un club ainsi que son développement, leur simplifier la tâche. C'est une plateforme qui se voudra la plus intuitive possible et l'interface évolutive en fonction de l'évolution de nos disciplines. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il faudra être très vigilant, qu'il y a une veille par rapport à cette plateforme. Donc, dedans, on y trouve des documents, des banques d'outils. Donc, les banques d'outils, c'est aussi le partage de connaissances et d'outils mis en interne dans les clubs, tels que les accueils de publics spécifiques, les cours enfants, des outils aussi mis à disposition par la fédération en lien avec la direction technique, donc des livrets techniques, des propositions de prépa physique, technico-tactiques, toutes les composantes pour amener les tireurs à un bon niveau. Des contenus vidéo, un tutoriel d'organisation, exemple, je veux faire mon AG Club, comment je m'y prends, et aussi des liens utiles et d'informations. Alors, dans cette banque d'outils, dans ce centre de ressources, on peut trouver tout ce qui concerne la création et l'affiliation, la gouvernance du club, la vie sportive, la communication. Alors, pour la création d'un club, souvent on cherche des exemples de statut. On cherche comment effectivement il faut déclarer son club. Il y a le fameux CERFA qu'il faut envoyer avec la liste des dirigeants. Et puis après, il y a des liens vers des sites, tels que le site gouvernemental où il nous donne des infos sur la création de clubs. Et il faudrait qu'on crée un lien vers le site fédéral pour la création et l'affiliation du club. Créer son règlement intérieur, l'affichage obligatoire, etc. Donc ça, c'est dans la création d'un club. On peut effectivement avoir ça dans une banque de données. Après, la gouvernance du club, on a les instances dirigeantes. Donc, quel est le rôle du président? Quel est le rôle du trésorier ou du secrétaire? Quel est le rôle du bureau? Et quel est le rôle du comité directeur? Tout ça, quand on prend un club, quand on ouvre un club, on n'est pas forcément au courant de tout ce qui s'y passe et tout ce qui va se faire. Alors, on a aussi des obligations, donc comment tenir son AG, j'en ai parlé tout à l'heure, comment compléter ma fiche club, enfin, etc. Donc ça, ce sont des choses très importantes. Alors, la vie du club. Il faut savoir qu'effectivement, il faut construire un projet club. Donc, comment je vais le construire? Qu'est-ce que je vais prendre en premier? Est-ce que j'ai des grilles de lecture pour faire la construction de mon projet? Comment je saisis mes labels? Les déclarations de dons, est-ce que je suis au courant? Est-ce que je ne suis pas au courant? Comment ça se passe? Et les frais de déplacement des bénévoles. Donc ça, ce sont tous des exemples. Hein. Après, des liens pour outils digital, par exemple, il y a ma petite sponsor, il y a Helloasso, Mon Club, association.gouv.fr, et il y en a certainement bien d'autres.
Et puis également, proposer des ateliers d'échange et de travail axés sur la connaissance et l'analyse de mon club. Donc, ce sont des échanges entre les clubs et effectivement cette banque de données. Après, j'ai mis la vie sportive du club parce que souvent les moniteurs, ils sont donc fraîchement sortis de la formation. Alors même s'ils ont des bases, même s'ils ont réussi leur parcours, ils ont aussi besoin d'avoir des contenus spécifiques pour amener leurs tireurs à un bon niveau. Alors, des conseils sur la progression technique, des examens de prépa physique, des étirements, etc., etc., des éléments technico-tactiques, des propositions de séance, parce qu'effectivement, c'est important d'avoir une structure de séance, l'accueil d'un public spécifique, également des enfants, des personnes en situation de handicap. Et puis, en dernier lieu, il y a le kit communication. Alors, effectivement, un club, il faut que ça communique. Donc, c'est proposer des tutoriels pour créer son site ou organiser un événement, par exemple, construire une affiche, un flyer, utiliser les réseaux sociaux pour communiquer avec ses adhérents. Tous ces éléments qui sont dans le centre de ressources, dans cette banque de données, peut être alimenté à la fois et par la fédération et par les clubs eux-mêmes qui ont mis en place dans leur club des process. Et ces choses-là, on peut les faire remonter pour qu'on les partage et que chacun en profite. Donc voilà, c'est un peu l'idée de cette création de centre de ressources. Donc voilà, moi j'en ai terminé. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci Christine. Alors il y a eu quelques échanges là sur le chat sur le sujet précédent, sur notamment la prédominance des enchaînements de chassés, où du coup avec Sarah et Tony, nous avons apporté des éléments de réponse aux collègues. Je souhaitais juste souligner l'intervention de Jean-Luc Delbert sur il souligne le fait que l'on parle de l'assaut, mais on ne parle pas de la baisse des tireurs en combat. Du coup, juste pour porter à la connaissance de tous les éléments de réponse peut-être là-dessus, sur voilà, que veut-on voir en combat, c'est aussi extrêmement central comme questionnement. On prend le parti néanmoins de se dire qu'on va d'abord travailler à faire monter le niveau technique en assaut, qui est la vitrine technique de notre discipline. Et sur le combat, on ne reste pas les bras croisés, hein, bien loin de là. On a notamment la notion de dommage qui, du coup, on l'espère, favorisera des rencontres qui seront plus engagées avec sur la partie combat, puisque du coup, voilà, on a estimé que la partie prédominance de chassé était davantage un sujet sur la dimension technique et donc sur l'assaut. Mais voilà, on ne laisse pas de côté la réflexion sur le combat, bien entendu. Alors, pardon, excusez-moi, ça c'était la présentation. Alors du coup, vous ne voyez pas parce que du coup, j'ai perdu mon partage. Hop. Ah. Donc, avant de laisser le mot de la fin à Joël, puisque du coup, nous arrivons déjà à l'heure et au terme de notre quatrième webinaire, hein. Joël, si tu me permets de repréciser, puisque du coup, on en a fait deux organisés par notre liste et puis deux organisés par la fédération. Voilà, on arrive au terme de ce webinaire. Donc, notre prochain rendez-vous, c'est le 19 novembre. Pour le débat qui sera organisé par la fédération, voilà, entre les deux listes, hein, donc davantage voilà, davantage de précision encore sur une présentation, on va dire, croisée de nos programmes. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence ce soir. Du coup, je laisse le mot de la fin à Joël. Pardon, il n'y a rien ce dimanche à 14h, j'ai juste oublié de l'enlever, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Ne vous connectez pas ce dimanche à 14h, c'est un oubli de ma part. Non, on se verra tous peut-être
dans une semaine, juste une semaine, puisque le 19 est mardi prochain, puisque je reviens sur ce que j'ai dit, et non, nous ne sommes pas aujourd'hui le 11, mais bien le 12 novembre. Et donc, comment entre guillemets, le débat, ça va être beaucoup des précisions sur les propositions des deux listes. Tout ça, ça va être animé par une personne hors de la fédération. Donc, ça va être des échanges qui seront très courtois. Et donc, il y aura pas de gros ou de petits débordements comme on voit des fois dans certains gouvernements. Je vous dis à dans une semaine. J'espère que toutes les informations qu'on vous donne, et moi je reviens encore sur, ne vous inquiétez pas, on ne va pas interdire le chasser, ça serait une aberration, c'est pas possible, on ne peut pas interdire. Par contre, venir sur un, alors je reprends un petit peu la main dessus, mais 10 secondes, voir par exemple, comme on a vu dernièrement, des tireurs ou des tireuses avec sur la jambe d'appui et puis essayer de venir et puis d'essayer de contrer et d'empêcher l'autre de faire, mais sans faire de chasser. C'est un petit peu gênant, quoi. Voilà. Donc, on travaille là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. On a tous et toutes nos obligations. Et puis, comme il est 20 heures, eh ben, je vais vous laisser. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous souhaite un bon appétit. Pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Et puis, sinon, ben, on se voit dans une semaine. Merci à vous tous. Merci aux intervenants. Parce qu'il faut qu'on explique les choses et vous, merci de votre attention et de votre écoute. Merci bien, bonsoir, bonne soirée et à dans une semaine. Merci.